va commencer si c'est bon pour vous. On va se présenter. Moi, je suis Laure Piot. Je suis Brand Solution Director chez Prisma Media, en charge du social et de l'influence pour tout ce qui est pub, brand content. Et je suis accompagnée d'Auguste. Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Auguste et je suis account directeur influence en transverse donc sur tout le groupe Prisma. Et j'accompagne donc les annonceurs pour les solutions influence mixées à du média ou pas. Donc ça peut être en marque blanche ou en influence plus média. Enchanté en tout cas. Donc on est là pendant une vingtaine de minutes pour vous parler d'influence. Juste pour vous expliquer un peu ce qu'on a prévu et comment ça va se passer, on va vous partager notre conviction et notre vision de l'influence média et de l'influence digitale. On va vous partager également des cases qu'on a pu faire avec des clients. Et à la fin, on pourra avoir un temps de questions-réponses pour échanger ensemble et pour pouvoir en rediscuter. Du coup, notre sujet, c'est pour nous, on se dit qu'il y a influence et influence, et on l'a défini par l'influence média et l'influence digitale. Vous avez compris qu'en fait, on appartient, nous, à un groupe média, historiquement print, qui a su évoluer dans le temps, et c'est de se dire comment, en fait, finalement, aujourd'hui, ces deux influences, elles peuvent coexister, vivre ensemble, et voire même se compléter. Donc, si on peut les définir, l'influence média, souvent, elle apporte quand même de la crédibilité journalistique, un contenu qui peut être vérifié, et donc une expertise, un savoir-faire expérientiel. L'influence digitale, on peut la définir par son authenticité, la relation qu'ont les influenceurs avec leur communauté et donc l'engagement qu'elles peuvent générer. Ça ne veut pas dire que l'influence média n'est pas engagée ou que l'influence digitale n'est pas crédible. Ce n'est pas ça qu'on se dit. On se dit juste que voilà les points saillants et voilà comment on va venir pouvoir les mixer et les faire co-travailler ensemble. Rapidement, pour quand même ceux qui ne connaissent pas forcément très bien Prisma Media, donc vraiment nos influenceurs médias, on est, comme je vous le disais, un groupe média historiquement print, mais on a su évoluer et être vraiment dans tout ce qui est le digital, le social, la vidéo et l'influence. Finalement, c'est un peu le même parcours que certains influenceurs ont commencé blogueurs, youtubeurs et maintenant jusqu'à aujourd'hui les tiktokers. Donc sachez que nous, on touche à peu près 8 Français sur 10 et on représente à peu près 18 marques. Donc 18 marques, 18 communautés, 18 ADN différents. Et c'est cette richesse qu'on va venir également mixer. En tant que groupe média, on a un ADN qui est hyper particulier et qui fait notre singularité. C'est qu'on est créateur, producteur et diffuseur de contenu depuis toujours, quel que soit finalement le levier ou le support. Et ça, c'est ce trio qu'on doit garder, ou en tout cas qu'on vraiment met en avant et qu'on va pouvoir pousser également de la même manière avec l'influence. Et c'est ça, en fait, les mécaniques, elles sont identiques. C'est juste qu'on ne va pas utiliser les mêmes canaux selon les prises de parole ou les besoins. Pour nous, en tant que groupe média, comment on va mixer ou quels sont ces enjeux en fait, de l'influence média avec l'influence digitale, c'est qu'on doit pouvoir faire interagir les différentes communautés. C'est vraiment le point clé, c'est de se dire comment je vais activer mon influence, la communauté de mon influenceur, comment je vais activer la communauté de ma marque média et quels sont les points de concordance et comment je vais essayer. En fait, on va essayer de chercher d'être plus exponentiel, on va essayer de faire des caisses de résonance et d'amplifier. Donc le premier point, c'est de faire interagir ces différentes communautés. Deuxième point, c'est d'être cohérent dans le message de la diffusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir embarquer un influenceur sur nos contenus édito d'une marque si en fait on ne partage pas les mêmes valeurs, si on n'est pas cohérent en fait dans l'ADN ou dans le message que l'on veut faire passer. Et après, c'est sa diffusion. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller embarquer un influenceur sur Facebook si en fait il fait que du TikTok. En fait, voilà, il y a aussi tout ce média planning social qu'on doit venir intégrer dans les prises de parole influence. Vous l'auriez compris, je vous l'avais dit, c'est aussi maximiser les caisses de résonance. Et ça, c'est ce qu'on va chercher. Comment d'un smart content, donc un petit contenu ou un contenu intelligent qu'on a produit, comment on va pouvoir en fait bien le diffuser. C'est tout le Graal et tout le sujet, c'est de se dire, en fait, on veut que notre message soit le plus vu et le plus amplifié. Et le but ultime, c'est bien sûr générer de l'engagement, de la puissance et voire même, et on voit bien c'est ce qui commence aussi, c'est d'aller jusqu'à la performance et jusqu'à la transformation. C'est ça aussi qu'on va vouloir venir chercher. Et ça, c'est ces enjeux-là de prescription
que aussi bien un journaliste ou en tout cas une marque média peut avoir et qu'un influenceur aussi. Donc en fait, on ne va pas travailler les canaux séparément, on va venir essayer de les regrouper. On s'est concentré vraiment là sur les activations de l'influence média, parce que l'influence digitale, tout le monde connaît, mais c'était plutôt ça qui était intéressant, c'est de se dire finalement comment un média vient venir intégrer ce mix des deux de l'influence. Donc pour nous, il y a deux activations possibles. Soit le média fusionne avec les influenceurs digitaux qui incarnent, ça c'est hyper important, donc on les voit physiquement dans le contenu, et c'est sur des contenus éditoriaux. Par exemple, Gala, qui a un programme vidéo qui va par exemple s'appeler un CV, donc qui va raconter le CV d'une personnalité, et ben on va embarquer un influenceur sur ce contenu-là. Donc on reste dans l'ADN de la marque média, mais on vient y associer l'influence digitale. Ça, c'est hyper important de rester dans ce contenu éditoriaux. On est là pour embarquer, raconter, mais c'est cette notion édito qui est hyper forte. Contrairement à la deuxième partie, où on se rend compte aussi qu'un média peut devenir un influenceur. En fait, on voit bien que nous, on active certains de nos médias. On pense notamment à Simone ou Néon, qui sont des social natives, qui ont des communautés plus jeunes, qui ont des ADN extrêmement marqués sur les réseaux sociaux et qui sont dans leur univers. Et là, eh ben, on est activé comme des influenceurs. C'est-à-dire qu'on va recevoir le même brief qu'un influenceur. On va être libre de produire le contenu que l'on veut. Et là, sur cette partie-là, on est même un peu plus produit. On est bien, je vous ai mis des exemples. On va jusqu'au code promo, on met en avant des produits. Voilà, donc là, on est dans quelque chose d'édito, de créateur de contenu, mais pas forcément incarné par un journaliste. J'espère que j'ai été claire. Je fais le dernier point d'un contenu, vous raconter un peu cette histoire-là, et après Auguste vous parlera et me présentera des cas concrets. Nous, c'est l'exemple de Gala qu'on trouve qui est assez parlant, et d'un de nos journalistes qui s'appelle Alexandre Maras, qui historiquement, il le fait toujours, rédige dans le print des pages nuit de Gala. Et on voit bien que son métier a évolué, on voit bien que les nouvelles plateformes, ou en tout cas les nouveaux environnements, lui ont permis de raconter une autre histoire et de quelque chose aussi plus expérientiel. Donc on avait commencé bien sûr sur Facebook, Instagram, mais la plateforme sur laquelle lui, en tout cas, s'amuse le plus, s'éclate le plus, etc., c'est TikTok. TikTok, Gala a vraiment su prendre le tournant, et juste avant un peu le Covid, juste pour information, c'est un compte, il y a 2,5 millions de personnes, donc en tout cas pour un média, c'est assez important. Et là, on va vous montrer un peu les vidéos après, mais il raconte les dessous d'événements. Donc sur le premier, c'est Lena Situation, qui connaît quand même pas mal, qui l'a accompagnée au Met Gala à New York. Et bah ça, on voit bien qu'à un moment donné, quand on a une influenceuse qui vient une personnalité comme ça, qui fait des tapis rouges, et ben en fait, elle va très bien venir s'intégrer dans un autre environnement. Mais là, on la voit dans la rue, c'est-à-dire qu'on va pas mettre le même contenu que sur le print. Pareil, le deuxième vidéo, c'est au défilé Dior. On met souvent les dessous, les coulisses. Ça, c'est quelque chose qu'on produit énormément, et qu'Alexandre est invité en tant qu'influenceur média à ses défilés pour ça. Et ben voilà, pareil, on va regarder ses outfits, ses looks, et on l'accompagne. Et jusqu'à après, le dernier exemple, c'est Sephora, qui fait une collab avec Marion Caméléon. Et du coup, voilà comment nous, on a produit du contenu pour mettre en avant ce produit, cette collab, et la faire vivre. Je vous passe les vidéos et après, je passe le micro à Auguste. Comme vous le voyez, on est vraiment sur du contenu live, instantané. Et sur TikTok, par exemple, le contenu, à chaque fois, ce sont des fractions, donc des bouts de vidéo en suivant, par exemple, des influenceurs ou des célébrités qui se rendent à des événements. Et généralement, il y a aussi, bien évidemment, des placements de produits. Par exemple, une influenceuse qui est en train de se rendre à un défilé ou au Festival de Cannes, elle va forcément se faire coiffer, se faire maquiller, et on va subtilement glisser donc une marque qui va l'accompagner sur le tapis rouge. Yes.
Et aujourd'hui, on se rend compte que les marques, au lieu de partir avec des célébrités pour qu'elles soient égéries, elles vont choisir en fait des influenceuses qui vont les accompagner autant sur le social, sur le print, sur le digital. Là, on a un cas par exemple avec Dessange, avec qui on travaille depuis plusieurs années aujourd'hui. Et historiquement, Dessange est quand même une marque qui s'engage avec plutôt des célébrités, qui va les accompagner du coup sur le tapis rouge. Et le pari, cette fois-ci, on leur a dit, pourquoi ne pas tabler sur des influenceuses afin de toucher vraiment tous les canaux, d'être donc sur le social, avec, sachant que nous, sur Gala, on a une communauté assez active donc, sur Instagram. Et nous avons décidé donc d'accompagner Dessange avec une influenceuse donc, qui s'appelle Sabina Sokul, qui est sur le lifestyle, la mode, la beauté, et qui est aussi maman depuis peu. Et l'idée, c'était de produire du contenu donc, sur le social avec une vidéo qui retraçait vraiment les coiffures historiques du Festival de Cannes. Elle a donc fait son choix au niveau des coiffures et bien sûr le placement de produits inévitable. C'était une crème et un shampoing. Et donc on la voyait se préparer en amont. Ensuite, on la voyait avec donc, les différentes coiffures. Et donc c'était publié sur le social, sur le compte Instagram de Gala. Ensuite, publié aussi on était sur le digital aussi avec un article. Mais le plus important, c'est surtout qu'on était sur du print parce qu'on a fait un vrai shooting du coup vidéo. Donc elle était en même temps mannequin, influenceuse, égérie. Et ce qui fait aussi qu'elle a eu, elle aussi, ça lui a assuré une belle visibilité, hein, vu que du coup elle était quand même sur une double page Gala. En termes de KPIs, on a quand même eu donc 604 vues sur les réseaux sociaux, 1 million de reach. Et bien évidemment, l'influenceuse avait aussi relayé les contenus sur son compte à elle, ce qui avait généré donc 570 cas d'impression. Et ça, c'était l'année dernière. Cette année, du coup, ils en étaient tellement satisfaits, nous aussi, qu'on a refait l'expérience. Et d'ailleurs, le shooting, c'était il y a 15 jours. C'était avec une autre influenceuse qui s'appelle Chloé Lecareux, qui est aussi mannequin, d'ailleurs, qui est déjà à Cannes, que Dessange va aussi suivre. Oui, et du coup, au niveau de la vidéo, il s'agit d'un format éditorial déjà existant chez Gala, où c'était vraiment une journée avec, et donc on suivait l'influenceuse pendant toute sa journée. On l'avait récupérée en bas de chez elle, et direction donc le lieu du shooting. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y avait Gala, vu qu'on est quand même sur du gossip, elle partageait aussi des détails de sa vie personnelle, de telle sorte que on puisse vraiment être sur une opération du brand content, où la marque s'intègre assez intelligemment dans un contenu éditorial déjà existant chez Gala. On va passer sur un cas totalement différent. On va parler de sex toys avec Amorelli, qui est un annonceur qu'on accompagne du coup depuis 2 ans maintenant. Je me souviens au tout début, lorsqu'on a reçu le brief, on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les sex toys et parler d'influence, associer nos médias quand même. Et la marque, c'est une marque du coup allemande qui a déjà une notoriété assez importante en Allemagne. Donc, qui a l'habitude donc, de vendre, qui est assez connue. Et en France, elle partait vraiment de rien. Elle voulait s'installer sur le social. Et du coup, l'objectif était double. C'était booster évidemment la notoriété, mais aussi les ventes. Parce que la marque est hyper héroïste, avec un site e-commerce, n'a pas de lieu physique pour vendre. Donc, il misait vraiment tout sur le social, sur le digital. De toute façon, dans tous les cas, avant de proposer un dispositif, nous faisons toujours une écoute sociale. Non seulement on écoute nos propres réseaux médias, comme l'a dit Laure, on a des médias comme Simone et Néant qui parlent beaucoup aussi de sexualité, notamment depuis le mouvement MeToo, on sait qu'il y a une accélération sur la place des femmes aussi dans la sexualité, et l'ouverture justement d'esprit, qu'elle s'exprime beaucoup plus sur le sujet.
C'est ainsi qu'on a décidé de prendre comme angle de la campagne la sexualité positive, où on peut être tous libres de parler sexualité et de revendiquer le fait qu'on aime le sexe. Et au niveau de la stratégie, l'idée c'était vraiment de partir et sur des influenceurs. À la base, c'était un brief sur de la marque blanche, c'est-à-dire normalement il devait y avoir que des influenceurs digitaux. Et comme l'a dit Laure, vu qu'on considère que nos marques médias sont aussi des influenceurs, on s'est dit pourquoi ne pas aussi y intégrer ces marques médias-là dans le casting. Ce qui fait qu'on avait vraiment un mix dans notre stratégie, l'activation donc de médias qui étaient proches de la cible, donc notamment Simone. Simone, pour rappel, qui est un média autour de la sororité, l'engagement autour des femmes. Et aussi Néon, qui est un média du coup sur la cible des 25-34, très sur l'expérience et sur des profils assez citadins. Et en plus donc, de ces médias-là, on a eu donc, des influenceurs, des micros, médiums, macros. On avait au final, on a eu sur cette campagne, on a eu 98, je pense, au global d'influenceurs. Et à la base, le brief était sur le calendrier de l'Avent. Ils avaient lancé un calendrier de l'Avent. Du coup, chaque jour, il y avait un sextoys ou un document. Et donc, les influenceuses se sont appropriées le produit, chacune aussi à sa manière, sachant qu'il fallait respecter leur ADN, se sont vraiment l'ont intégré dans leur contenu éditorial, mais vraiment en prenant un temps, une posture aussi assez personnelle. Certaines allaient plus loin en parlant un peu de leur vie de couple, d'autres restaient sur un discours beaucoup plus vague, d'autres plutôt sur l'engagement, sur la sexualité donc positive, le fait du coup d'être libre de parler de sexe en société et surtout dans sa vie de couple. Et du coup, cette campagne a duré, c'était en octobre, c'était fin octobre jusqu'à novembre. Et il fallait surtout pas, stratégiquement bien sûr, la lancer en décembre. Parce que en décembre, on va avoir tous les marronniers avec toutes les marques qui communiquent justement sur Noël. Et l'idée, c'était que les gens achètent le calendrier avant tous les achats classiques de Noël. La marque a été tellement satisfaite du coup des résultats qu'elle a décidé qu'on puisse l'accompagner sur le long terme. Ce qui fait que chaque mois qui ont suivi cette campagne du calendrier de l'Avent, on a eu des temps forts associés donc à des sorties produits, notamment pour le Women's Day, la journée de la femme, on a eu une campagne. Il y a eu un dispositif aussi sur les désirs secrets des influenceurs qui racontait par exemple les lieux insolites où elles ont pu faire l'amour. Le mois de mai qui était focalisé plutôt sur la masturbation, justement de prôner le fait de des fois se masturber seul, même lorsqu'on est en couple, de trouver des moments aussi pour soi comme ça. On sait qu'on a tous ces moments-là. Et assez important aussi, l'idée, c'était vraiment de les accompagner sur d'autres leviers, de ne pas rester que sur du classique, sur du post Instagram, la story comme on a l'habitude de le faire, mais d'aller vraiment sur de l'expérience. C'est pour ça qu'au mois de juin, nous avons du coup fait un live shopping avec donc la marque. Et on était accompagné donc d'une influenceuse, merci beaucoup, qui avait, non assez évocateur bien sûr, qui du coup, qu'on a reçu nous dans nos studios chez Prisma, qui a reçu donc tous les produits du mois. Et elle et moi avons débattu du coup sur certains produits et en balançant évidemment pendant tout le live des codes promo avec un lien de redirection pour que la marque, pour que les abonnés puissent pouvoir se procurer du coup les produits en live. La vidéo avait duré 1 heure, qui était publiée donc sur son compte Instagram et avait généré quand même plus de 683 cas d'impressions. 21 contenus, parce qu'évidemment, il y a eu certes le contenu live, mais aussi le relais. Notamment, on a notre marque média Simone qui avait relayé le contenu du coup en amont, en teasing, pour pousser donc les gens à aller voir le live shopping. Et à la fin, bien sûr, la vidéo, petit tips d'ailleurs, la vidéo est restée en dur sur son compte Instagram pour permettre tout le replay. Ce qui fait qu'en fait, les ventes avaient continué à se générer même après le live.
Et un dernier dispositif, du coup, l'un des tout derniers, c'était le retour donc, du calendrier de l'Avent à la fin de l'année dernière. Sachant que tout le travail de notoriété avait été déjà fait suite aux différentes campagnes, là, la marque, on était vraiment sur du héroïsme pur et dur, sur des ventes, les codes promo pour tous les influenceurs. Et apparemment, ils ont été très satisfaits parce qu'aujourd'hui, on les accompagne maintenant sur TikTok, toujours pour élargir et aller plus loin, avec toucher aussi de nouveaux cibles et de nouveaux influenceurs. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Très clair. Utilisation de sextoys, vous voulez des tips ? Très bien. Merci beaucoup. Et puis, reste à votre disposition un peu après, si vous avez besoin de rediscuter. Merci.